Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. On est très heureux de vous accueillir tous les mercredis soirs avec Philippe David dans les vraies voix responsables. Ça va Philippe David? Oh, ça va très bien. Surtout que j'adore l'émission Made in France en votre compagnie et en la compagnie d'Olivier Robert. Justement, il est là, Olivier Robert, fondateur de la plateforme Sacré Français. Ça va Olivier Robert? Oui, très bien. Bonjour à tous. C'est lui qui programme l'émission et à chaque fois c'est un délice. En tout cas, ils ont choisi de produire localement avec exigence et imagination, qu'il s'agisse de réinventer la pétanque, de sublimer la peau avec des actifs français, d'éveiller les enfants aux livres interactifs ou de redonner ces lettres de noblesse à un objet iconique de l'été. Ils incarnent une nouvelle génération d'entrepreneurs attachés à la qualité, à l'ancrage territorial et à l'innovation. Grâce à Olivier Robert, fondateur de la plateforme Sacré Français, petit éclairage sur Vincent Lepelletier, des pétanqueurs. Alors, C-O-E-U-R-S, pas pétanqueur comme les joueurs de pétanque. Bonsoir. Bonsoir. Stéphanie Gastaldin, des produits de beauté à base de lin, Linae. Bonsoir. Bonsoir. Claire Failly de Bling Book. Alors c'est génial, les gamins peuvent faire leur propre dessin animé avec leur dessin. Bonsoir. C'est ça, bonsoir. Et les autres, c'est pas génial? Mais c'est génial aussi. Non, parce que je sais pas dessiner, moi, c'est pour ça. Et enfin, Jean Chopet du Parasol français, qui démontre que le Made in France est tout sauf un repli sur soi. C'est une vision tournée vers l'avenir, créative, engagée et désirable. Et bienvenue dans les vraies voix responsables spéciales Made in France. Les vraies voix Sud Radio. Et donc Olivier Robert est avec nous, fondateur de la plateforme Sacré Français. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, et pourtant elle est devenue de plus en plus connue aujourd'hui. C'est même un ancrage territorial et une tête de proue du Made in France, Olivier Robert. Oui. Tout à fait. Bon, l'idée principale, et c'est notre mission, c'est aider les entreprises françaises à réussir, principalement sur la communication et sur le fait aussi de se rassembler. On évoquait ça tout à l'heure, et c'est l'occasion de parler de ce que nous faisons jeudi prochain, qui sont les rencontres du Made in France. Le 22 mai. Exactement, à Marseille, qui va être un événement de forte envergure, puisque plus de 300 participants, avec des ateliers interactifs, avec des tables rondes inspirantes que vous allez même avoir le plaisir d'animer. Absolument, et on parle d'ancrage, bien entendu, territorial. Évidemment. Depuis le début, chaque fois qu'on est venu ici, c'est avec des entreprises et des entrepreneurs convaincus qu'il faut fabriquer en France, pas uniquement pour un côté marketing, justement. Il y a un vrai engouement sur le fait de sociétal, au niveau de l'expérience que l'on peut proposer à un consommateur, sur la qualité des produits, sur la réparabilité des produits, sur le suivi. Donc aujourd'hui, tous ces entrepreneurs sont inspirants parce que ils ont une énergie incroyable, contre vents et marées, ils produisent en France et ça nous régale. Alors on va vous parler d'un élément que tout le monde au moins a tenu une seule fois dans sa main, au moins en tout cas, on va parler de pétanque, Philippe. Ah oui, on va parler de pétanque. Nous sommes en compagnie de Vincent Lepelletier, fondateur des pétanqueurs. Alors la pétanque, c'est culturel en France avec environ 300 000 licenciés. C'est ça, c'est la 10e fédération de France. C'est énorme. C'est beaucoup. Alors, les pétanqueurs, c'est génial, c'est un concept ludique, d'événementiel. Comment est née l'idée? Alors, moi je viens de l'événementiel, j'étais dirigeant d'une agence d'événements pendant plus d'une dizaine d'années. Et puis, je voyais qu'en fait, dans les team building notamment, il y avait une propension à faire lutter les gens les uns contre les autres plutôt que de les rassembler. Et c'était quelque chose qui me plaisait pas trop. Et j'avais envie d'avoir... Team building, pour les gens qui ne connaissent pas, ce sont des événements d'entreprise. Oui, c'est séminaires. Séminaires, voilà. Conventions, soirées, etc. Pour stimuler les équipes. Exactement. Et donc, du coup, l'idée m'est venue d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus ludique et surtout qui fédère les gens. D'où le nom, les pétanqueurs, avec le mot cœur à la fin pour créer du lien entre les gens. Alors, il y a la pétanque d'extérieur et là, on est vraiment dans la pétanque d'intérieur. On fait les deux. En fait, on joue aussi bien. Voilà. Ouais. Je sais pas si on va les montrer. Si on peut on va les passer. On va vous les passer. Voilà. Donc en fait, on joue aussi bien effectivement en extérieur qu'en intérieur. Je donne la grosse boule parce que c'est un gros Philippe David. Pour rester dans les proportions. Je plaisante. Donc la boule effectivement que vous tenez en main, Philippe, c'est une boule qui fait 680 grammes et 74 mm de diamètre. Donc même poids, même diamètre qu'une vraie boule. Oui. Et elle se joue exactement de la même façon. D'ailleurs, sur notre site, il y a un film qui est coupé en deux et on voit une boule métal sur un sol en sable et une boule synthétique sur un sol en carrelage et on voit que c'est la même façon de jouer.
Et alors, on a pu les tester pendant le journal. Oui. Vous avez testé les boules de table, Cécile. Moi, j'ai testé les boules. J'ai d'ailleurs perdu contre. Et moi, j'ai gagné contre Cécile. Non, vous avez perdu. Et c'est vrai qu'on a un peu la deuxième fois. On a la même sensation, même sur la moquette, quand on tire, on tente plein fer ou rase-paillettes, c'est un peu pareil. C'est vraiment. C'est des boules tout-terrain. Voilà ce qu'on appelle des boules tout-terrain. Et c'est très, très pratique, très ludique pour jouer. Effectivement. Un petit mot sur la fabrication, parce que on connaît forcément les boules classiques en acier. Ou voilà. Quel est l'intérêt de pourquoi finalement changer de matériau? En fait, ça donne la possibilité de jouer dans des endroits où on ne peut pas jouer habituellement. Les boules métal, on va jouer d'abord sur du sable, de la terre ou des graviers. On peut difficilement jouer sur du carrelage, du parquet, parce qu'autrement, ça risque de pas le faire. Pardon, c'est le carreleur qui est content. Le carreleur est content, mais c'est maman qui va gueuler. Je n'osais pas le dire en fait. Mais l'idée, effectivement, c'est de pouvoir jouer partout. Donc nous, on installe des terrains en extérieur, mais on installe des terrains également en intérieur, ce qui permet de jouer donc par tous les temps. Et ça, c'est un gros avantage. Donc quand on est effectivement sur un team building, sur une animation, sur une inauguration de bâtiment, une soirée événementielle, un lancement de produits, parce qu'on va parler peut-être des concepts que nous faisons, eh bien en fait on peut jouer n'importe où, sur du parquet, sur du on carrelage. peut difficilement se blesser, parce que c'est vrai que les boules de pétanque sont très 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 lourdes. Comment on fabrique ça? C'est quoi la R&D finalement de cette R&D, alors bon, je précise quand même que c'est pas moi qui ai créé ça. C'est important. Je me permettrai pas de prendre des lauriers qui ne sont pas les miens, mais en tout cas, là, en l'occurrence, c'est une coque en métal. C'est une coque en plastique, en PVC souple qui fait 4 mm d'épaisseur. Et à l'intérieur, elles sont mises sur une balance et on les remplit avec du sable et des petites billes en métal. Ce qui fait qu'elles font toutes 680 grammes au gramme près. Voilà. Donc c'est une coque souple en fait. Alors, vous avez même fait d'autres jeux de pétanque. Alors, on connaît la pétanque traditionnelle, le cochonnet, etc. Vous avez fait la pétanque ciblée et la pétanque rugby. Alors, on est la radio du rugby. Expliquez-nous la pétanque ciblée et la pétanque rugby. Alors, en fait, les pétanqueurs, c'est avant tout, juste pour reprendre ça, pour expliquer comment on en est arrivé à ces idées-là, c'est que nous, on développe avant tout des concepts marketing, des concepts de communication autour de la pétanque. Et ensuite, on a une animation pétanque. Ce qui nous permet, lorsqu'un client a une problématique spécifique, de pouvoir y répondre en se creusant un peu les méninges et en apportant des concepts tout faits, clés en main. Donc, en ce qui concerne la pétanque rugby, c'était pour une compagnie d'assurance qui est sponsor d'une grande équipe de rugby, et donc elle souhaitait, pour animer justement la force de vente qui était là, ça représentait à peu près 200 personnes. Ah oui. Voilà, donc on a mis en fait des haches de rugby, des buts de rugby, et il faut passer par-dessus la barre de rugby pour pouvoir aller marquer le point sur la pétanque ciblée qui est au fond en fait du terrain. Voilà. Donc ça, c'était l'idée. Donc toute boule qui ne passe pas au-dessus, en fait, elle est considérée comme pas bonne. Donc il faut passer au-dessus, donc il faut plomber. Donc vous réinventez des jeux avec des jeux. En permanence. Voilà. En permanence. En ce qui concerne la pétanque ciblée, elle vient d'un dicton qui est très simple, qui est très connu à la pétanque. Pour ceux qui jouent, on dit boule devant, boule d'argent. C'est-à-dire qu'une boule qui est placée devant le cochonnet va empêcher l'adversaire de reprendre le point. Et pire, il peut même rapprocher votre boule. Donc cette boule-là, elle est plus valorisée. Donc on a créé un tapis de pétanque avec une cible dessus, des points qui sont plus valorisés devant le cochonnet que sur les côtés ou derrière. D'accord. Voilà. Là, c'est ce que je vous ai fait tout à l'heure. Je ne me rappelle plus trop. Utiliser le cochonnet. La dernière partie, c'est fou. C'est fou comme on peut perdre la mémoire. Ouais, c'est fou. C'est quand même certainement l'activité sportive, entre guillemets, ouverte à tout, qui est la plus fédératrice. Ah tout à fait. La pétanque, c'est à peu près 17 millions de personnes qui jouent au moins une fois par an à la pétanque, principalement en été. Donc c'est effectivement très fédérateur. C'est tellement fédérateur que quand nous créons des animations, que ce soit le PDG d'une grosse entreprise du CAC 40 ou que ce soit une personne qui va être un commercial, ils se retrouvent, ils savent pas forcément qui ils sont. Enfin, généralement, on sait qui est le patron. Mais oh, la belle boule. Qu'est-ce que vous nagez bien, chef. Merci Tassin. On voit les gens qui ont de la culture cinématographique. L'idée, en fait, c'est effectivement d'avoir un pied d'égalité, et dès qu'on joue ensemble, eh bien en fait les barrières s'évanouissent. C'est un formidable icebreaker, et ça permet de d'abolir les barrières. Excusez-moi, on le Made in France, faut quand même faire les choses. De casser la glace. De casser la glace, de rompre la glace. Et donc ça permet effectivement à tout le monde de jouer et de s'amuser. Et au bout de 10 minutes, si on ne sait pas avec qui on jouait, on va prendre un verre ensemble et tout d'un coup des liens se créent. D'où le nom, les pétanqueurs. Et vous transportez carrément, pour faire vos événementiels, le terrain d'intérieur, d'extérieur, etc. C'est vraiment un concept complet. Complètement. On a notre petit camion, on en a plusieurs d'ailleurs, et on se balade sur toute la France, et on intervient effectivement en France et à l'étranger.
Ça marche la pétanque, parce qu'il n'y a pas un jeu plus français que la pétanque, comme il n'y a pas plus anglais que le cricket. Est-ce que ça commence à prendre et dans quel pays? Le cricket. Oui, vous pouvez dire le cricket. Ah, c'est le cricket. Le cricket. Allez, Jiminy, on y va. Donc, non, en fait, la pétanque est jouée dans plus de 180 pays dans le monde. Ah oui. Voilà, donc, petite histoire, la pétanque est née en 1907 à La Ciotat. Et le fait, avant on jouait beaucoup à la longue, où on jouait à la provençale, donc c'est des terrains beaucoup plus longs, des boules beaucoup plus grosses. Et pour jouer à ce jeu, il fallait prendre 3 pas d'élan pour lancer la boule. C'est ça. Sauf qu'il y avait une personne qui était handicapée, qui avait donc des rhumatismes, qui ne pouvait plus prendre ces 3 pas d'élan. Et c'est ça toute la richesse de la pétanque. Et c'est certainement pour ça que cette notion d'amitié, de camaraderie a transfrontalière et internationale aujourd'hui, eh bien, ces amis ont décidé de changer les règles de la pétanque. Donc, ils ont tracé un cercle au sol et ils ont joué loup, pétanqué. Les pieds tanqués, les pieds joints. Les pieds joints. Et donc, depuis, on trace un cercle au sol et on joue tous du même endroit. Et c'est comme ça qu'est née la pétanque en 1910, où le premier tournoi de pétanque, toujours à La Ciotat, est né. Voilà. J'adore ces histoires, Et vous avez gagné, Cécile, à la pétanque de table contre notre ami Olivier Robert? Je vous trouve odieux, Philippe David. Parce que moi, je vais vous avouer, contre lui, j'ai perdu et j'ai eu les boules. Moi, je trouve intéressant ce débat. C'est constructif. Allez, dans un instant, on va vous parler de beauté, bien entendu. Stéphanie Gastaldin est avec nous. Ça s'appelle l'INAE. Et c'est très, très bon pour ce que vous avez. Vous allez voir, on va en parler dans quelques instants. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix Made in France, surtout avec Olivier Robert, fondateur de la plateforme Sacré Français, qui régulièrement vient dans sa besace avec des personnalités qu'on aime beaucoup. En tout cas, Vincent Lepelletier est avec nous, fondateur de Pétanqueur. Stéphanie Gastaldin, fondatrice de l'INAE, produit de beauté. On en parlera dans un instant. Et Claire Failly, fondatrice de Blink Book. Et Jean Chopet sera avec nous dans quelques instants, fondateur des parasols français. On voulait revenir 2 secondes avec vous, Vincent Lepelletier, sur le Pétanqueur, puisque on n'a pas eu le temps de le dire, mais ce qui est important, c'est la pétanque, c'est quand même l'un des sports les plus inclusifs. Tout à fait, puisque c'est né en 1907 pour une personne qui était handicapée, perclue de rhumatisme. Et donc, du coup, ses amis ont décidé de changer les règles du jeu qui étaient bien connues avec ces 3 pas d'élan pour jouer à la provençale ou à la longue. Et donc, en changeant cette règle, la pétanque en mettant est tout le monde au même niveau. Exactement, en partant du même cercle, du même endroit. Donc, c'est devenu un sport qui permettait à une personne handicapée de jouer. Donc, ça, c'était vraiment hyper important. Et ça permet donc d'être tout le monde sur le pied d'égalité, effectivement, Cécile. Et il y a un événement. Un événement. Oui, alors en 2026, on est en 2025, 2026, oui. Donc nous allons lancer la journée internationale de la pétanque, la JIP, qui va être quelque chose d'assez incroyable, puisqu'en fait, au JO, comme vous le savez, on n'a pas eu le droit d'être présent. Ouais. Donc, bon, quelles que soient les raisons. Quelle hérésie. Moi, j'étais fou furieux quand ils ont mis la danse hip-hop à la place de la pétanque. Bah, voilà, tout ça, c'est une histoire de gros sous. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on était en France, c'était le moment de le faire. C'est un sport éminemment intéressant. Ça demande de la précision, ça demande de la rigueur, ça demande un esprit d'équipe. Et c'est tous les ingrédients, bien entendu, des JO. Donc nous, on a décidé de prendre le contre-pied de tout ça et de lancer la journée mondiale, du moins la journée internationale de la pétanque, qui est nécessaire pour quand même célébrer ces 300 000 licenciés, 17 millions de joueurs, 180 pays, j'en passe, je pourrais encore en sortir quelques-uns des chiffres. Et ce sera où ? Déjà ça va être international. Oui, donc on va essayer de lancer ça à La Ciotat donc en 2026 ou à Marseille, en tout cas un des 2 spots. Il y a bien un point de départ. Le point de départ, ce sera en France. Oui. Ce sera en France. Et puis après, on va essayer effectivement d'avoir des champions internationaux et puis de lancer un défi qui permettra à toute la terre de jouer, un défi rigolo et qu'il faudra lancer sur Instagram, Facebook et compagnie. Et ben voilà, très bien. Et TikTok. Et en attendant, on va vous parler de votre beauté. Hein. L'INAE est avec ses magnifiques produits. Stéphanie Gastaldin, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On a envie, bien entendu, de comprendre la genèse de ces produits. On dit toujours qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui, effectivement, j'ai travaillé plus de 15 ans dans l'industrie cosmétique et j'ai eu envie de proposer un nouveau modèle cosmétique qui rend hommage au savoir-faire français, donc beaucoup plus local, aussi axé sur la naturalité et surtout qui garantit la sécurité à l'utilisation. Donc quel a été mon messager ? Eh bien c'est le lin,
qui vient de mon histoire de famille, puisque je suis fille et petite-fille de cultivateurs de lin en Normandie. Donc on peut dire que j'ai grandi avec cette plante et je me suis dit, c'est vraiment le messager parfait, le fil rouge de ma marque. Mais c'est quoi les valeurs, enfin en tout cas du lin ? Alors ça va pour être la peau, pour les vêtements on le sait, mais pour la peau. Effectivement, c'est plus connu pour le textile, mais le lin, vraiment cette plante déjà c'est la culture française par excellence, plus de 60% de la production mondiale. On va retrouver notamment en Normandie jusque dans les Hauts-de-France. C'est une plante zéro déchet où tout va s'utiliser, tout va se valoriser, que ce soit la graine, la fibre longue, courte ou bien la paille de lin. Et surtout, donc riche de bienfaits pour la santé. On parle beaucoup aussi de l'huile de lin pour justement les bienfaits, les oméga 3. Et donc, en faisant justement toutes ces recherches, voir que c'est bon pour la peau. Alors, vous faites une chose géniale. Même vos présentoirs sont en lin composite. C'est quoi le lin composite ? Exactement. En fait, on a aussi voulu mettre à l'honneur le lin sous la voie technique. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des présentoirs en plastique, on a travaillé justement avec un fabricant en Normandie sur l'élaboration de présentoirs pour poser justement nos produits en boutique à base de fibres de lin et de résine biosourcée. Donc vous avez un présentoir zéro plastique et qui est incassable. Pour les bienfaits de la peau, parce que c'est vrai que c'est assez rare de voir des produits lin et on se dit mais pourquoi on l'a pas fait avant en fait ? C'est vrai que c'est pas forcément une plante qui a été mise à l'honneur, à la mode. On va dire on a des modes, on a des phases selon les matières premières. Et c'est vrai que le lin on entendait beaucoup parler dans l'alimentation, voilà, du petit déjeuner, etc. Mais c'est vrai que c'est une plante qui a de plus en plus de succès aujourd'hui dans la cosmétique, mais on le voit que finalement ça a été utilisé depuis vraiment de nombreuses années, notamment pour les grands brûlés. On faisait des cataplasmes de lin justement pour calmer, pour le côté apaisant, anti-inflammatoire. Donc moi je mets à l'honneur ce côté apaisant et hydratant du lin et qui convient à tous les types de peau. Alors entre les présentoirs vous faites quelque chose de dingue, les fibres de lin vous les transformez en carrés démaquillants lavables. Exactement, c'est-à-dire qu'on connaît effectivement le lin sous sa voie textile qui a plein de propriétés, le côté thermorégulateur, hypoallergénique et surtout, vous pouvez laver tant que vous voulez, le lin, il tient. Et il laisse passer le vent l'été. Et c'est hyper agréable. Donc forcément, comme je lance des produits aussi avec une utilisation classique, on va dire avec des cotons, justement, comment éviter les cotons jetables, transformer ça en carrés lavables qu'on réutilise des années. Quoi. En fait, ce que vous avez créé, c'est un écosystème. Oui, c'est ça. Et ça rend hommage vraiment à toute la filière. Ouais. Toute la filière, que ce soit vraiment le liniculteur jusqu'à celui qui va tailler, peigner son lin. Effectivement, les coopératives aussi qui vont proposer les graines de lin. Donc moi, en fait, l'idée, c'est montrer le lin à 360 degrés. En matière de R&D, il a fallu combien de temps entre le moment où vous avez eu l'idée et finalement le produit fini qui est devant vous ? Alors, comme on part d'une page blanche, c'est à peu près 18 mois de travail. Parce qu'effectivement, le temps de trouver les bonnes synergies entre le lin et les autres matières premières, qui sont quoi, par exemple ? Alors des eaux florales, des huiles végétales et surtout un vrai savoir-faire français dont on est très fiers, ce sont des cellules végétales. C'est vraiment une innovation française. Si on prend un petit bout de la plante et ensuite c'est de la reproduction cellulaire fait en laboratoire. Ça évite de monopoliser des parcelles pour un tout petit bout de plante et du coup on n'a pas de problème de rupture et c'est 100% naturel. Alors vous avez 2 gammes de produits, pas besoin de traduire, Morning Routine et Night Routine. Qu'est-ce qui les caractérise et qui les différencie ? C'est vrai que notre volonté, c'est vraiment le minimalisme. C'est vrai qu'on a tendance à avoir trop de produits en salle de bain. Et moi justement, j'ai voulu l'inverse. C'est de dire que finalement, en très peu de produits, on couvre les besoins essentiels de votre peau pour le jour et la nuit. Donc le matin... Vous en avez apporté d'ailleurs. J'en ai apporté 3. Nous avons 6 soins pour le visage. Vous pouvez les montrer à l'antenne parce que là, ils ne sont pas assez hauts pour les voir. Voilà. On les voit. Voilà, c'est Olivier Robert qui fait la démonstratrice. Merci Olivier. Ça lui va bien. Voilà. C'est bien. Effectivement, nous, en totalité, pour le moment, pour notre gamme visage, nous avons 6 soins. Donc, on va avoir 3 produits plus de préparation de peau. Donc, les essentiels vraiment pour bien démaquiller, nettoyer sa peau. Une eau défatigante, apaisante, un gommage qui est juste ici, un masque éclat gommage. Et je peux gommer finalement définitivement Philippe David ou pas ? Je pense que les grains sont trop fins. Et puis, il faut déjà commencer au marteau-piqueur. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui, parce que j'imagine que c'est quand même très encadré de faire des produits de beauté, finalement on se heurte à quoi ? Alors c'est vrai que quand on veut être à la fois certifié Origine France Garantie, ce qui est notre cas, naturel, avec une efficacité immédiate et qui convient à tous les types de peau,
un sacré challenge. D'autant plus que le parfum de nos soins aussi également 100% d'origine naturelle. Donc effectivement, des aléas de développement, on va pas se mentir, il y a eu beaucoup de reformulations faites pendant ces 18 mois et après il y a toute une phase de test obligatoire pour s'assurer de la parfaite tolérance cutanée et l'efficacité. Pardon Philippe, est-ce qu'on perd patience à un moment donné? Est-ce qu'on se dit parce non, que 18... honnêtement non, parce que vraiment quand on est passionné, quand on a vraiment envie de bouger les lignes dans la cosmétique, on se dit c'est le jeu, on le sait de toute façon. Et quand j'ai choisi mes partenaires au niveau de la formulation, ils le savaient que ça allait être un peu casse-pied. Beaucoup me disent vous êtes vraiment la cliente la plus chiante. Mais je le prends bien parce qu'au final, on le voit sur 6 soins déjà. Exigeante 3 prix, peut-être, pas chiante. Ah j'ai le terme, c'était chiante. Moi je l'accepte. Et sur 6 soins qui existent, 3 récompensés. Donc au final, je crois que ça valait le coup. Ouais, absolument. Extraordinaire, hein, Olivier Robert. Exactement. En plus du lin bio. En plus, évidemment. Mais c'est la démonstration que ces entreprises avec une telle résilience, c'est-à-dire qu'on rate, on recommence, on innove, toute la chaîne, tout est monté, tout est organisé. C'est pas possible d'accepter que ça ne réussisse pas. Donc, je pense que là où nous, Sacré Français, on vient donner un coup de main à ces entreprises, c'est bien sur la partie communication pour dire voilà, une fois que le produit il est établi, il faut réussir à le vendre, il faut le faire connaître auprès de son public. Les rencontres du Made in France sont faites pour ça. Mais ce qu'on fait au quotidien, c'est aussi ça. Et ça, c'est ce qui nous anime tous les jours. Cette valeur d'entrepreneur forte, avec des convictions de dingue, on adore. De nouveaux développemps en vue dans la gamme ? Tout à fait. Donc là, pour le moment, on est effectivement sur une gamme visage, tout type de peau. Et l'idée, c'est de prendre soin de vous de la tête aux pieds. Donc, j'en dis pas plus, mais ça vous donne une petite idée des prochains développements. Déjà, il y a les pieds, donc voilà. La distribution, parce que ça aussi, c'est important. Oui. Effectivement, ça va être des réseaux conseils, donc type pharmacie, institut, concept store orienté cosmétique naturelle et Made in France et en ligne, donc site internet également. Vous le citez. Oui, linaecosmetics.com. Merci beaucoup. Restez avec nous, Stéphanie Gastaldin, fondatrice de l'INAE, des produits de beauté qui vont vous rendre belle et beau. Belle et beau. Tout à fait, mais je vous invite, messieurs, à découvrir notamment la crème de nuit qui est un parfait aftershave. Magnifique. Voilà, très bien. Et puis si c'est pas l'un, c'est l'autre. Oh, bravo. J'aime. Bravo. Et dans un instant, Claire Failly sera avec nous, fondatrice de Bling Book. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est assez innovant aussi. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous dire que j'appréciais vraiment Sud Radio sans vouloir vous flatter parce que vous êtes les seuls quasiment qui êtes capables d'inviter des personnalités qui ont des points de vue différents. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. On fait un petit tour de France, du Made in France avec Olivier Robert, Sacré Français, avec de très belles entreprises et beaucoup de belles idées. Ils ont des idées, mais c'est fou quand même. C'est impressionnant. Alors on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, c'est comme il y a 50 ans. Avec Philippe David, après l'issue de chaque émission, on se dit mais pourquoi on n'a pas pensé à ça? Exactement. Chaque fois on se dit ça, c'est dingue. Et d'ailleurs, c'est là que ce sont les bonnes idées, quand on se pose cette question-là. De toute façon, l'innovation fait vendre. Et je pense que tous ces entrepreneurs ont compris quelque chose, c'est que s'ils innovent pas, s'ils se différencient pas, ça marchera pas. Et c'est exactement ça. Faire un cosmétique pareil que les autres, ça marche pas. Et c'est une bonne transition pour cette magnifique entreprise qui est Bling Book, qui est une innovation incroyable. Incroyable. Claire Failly, merci en tout cas d'être avec nous. Alors on traite d'un autre sujet puisqu'on va parler de dessin. Et c'est passionnant. Racontez-nous cette histoire parce que vous la raconterez beaucoup mieux que nous. Alors en effet, le cahier dessin animé, c'est un livre à lire et colorier qui se transforme en dessin animé. C'est magique, ça marche très simplement. L'enfant va colorier les illustrations du livre. Il peut même faire des dessins sur une petite base de squelette qu'on propose. Et ensuite, quand il a colorié, il peut même faire du collage, mettre des gommettes, des paillettes, de la pâte à modeler. Bref, quand il a fini, la maman, le papa arrive avec son téléphone portable, télécharge l'application gratuite Bling Book. On photographie toutes les pages et instantanément, les coloriages se transforment en dessin animé qui raconte une histoire. C'est alors un moment partagé, valorisant pour la famille, puisque toute la famille va regarder ensemble le dessin animé que l'enfant a colorié. Si on veut aller plus loin, l'enfant peut carrément sélectionner le mode karaoké pour le livre des fables de La Fontaine et s'entraîner à réciter les fables, le corbeau, le renard, etc. Il peut le faire tout seul, on peut le faire en famille. En tout cas, ça a été la manière dont mes enfants ont appris les fables de La Fontaine. Je suis très contente parce que c'est un peu mon objectif. Et puis, il y a d'autres livres dans lesquels on peut carrément faire un selfie.
on enregistre sa voix et alors on devient l'acteur de son propre dessin animé. Donc soit on va répondre aux questions de ces coloriages qui nous posent des questions, on monte dans la voiture qu'on a coloriée, on fait le tour de la Terre, on monte jusqu'à la Lune planter son drapeau. Ou alors, on peut sélectionner le micro et on raconte entièrement l'histoire. Alors certes, le mouvement est déjà défini, mais l'enfant va interagir avec la parole, avec la couleur et avec le dessin. Alors la genèse, pardon Philippe, la genèse de cette idée, elle vient. Alors, je viens de comprendre que vous étiez mère de famille. Oui. Ça vient d'où, comment? Alors en 2006, j'ai sorti les cahiers de gribouillage pour les adultes qui s'ennuient au bureau. Ça ne nous concerne pas. Non, pas du tout. Je dis ça, je dis rien. C'était à l'époque un très gros best-seller. J'avais fait 1 million de ventes avec ces livres en France, en Allemagne, ça fait plusieurs best-sellers, ça a été traduit dans 25 pays. Vous pouvez nous dire en allemand, cahier de gribouillage non, je ne saurais plus vous dire. Je suis sûre, à un moment donné, malbouche, je ne sais plus quoi. Forte de ce succès, c'était en 2006 que ce livre est sorti. En 2007, les smartphones sont sortis dans toutes nos poches. Je me suis dit, mais il y a un truc incroyable à faire entre le papier et le numérique. Ouais. Aujourd'hui, les applications sont accessibles, sont dans nos poches. Comment lier ces deux mondes qui ne se côtoient pas et les rendre plus forts l'un et l'autre? Donc, amener tout le travail de l'auteur dans le numérique et amener toute la force vivante du numérique dans le travail de l'auteur qui est un peu fixé et figé. Alors, vous avez gagné un nombre de prix incroyable en France, à l'étranger. On ne va pas tous les citer, sinon vous ne parlez plus. La médaille d'or du concours Lépine en 2018, le prix Innovation éducative à la Foire de Londres en 2022, le prix du livre enrichi francophone au Canada, il y en a plein d'autres. Ça vous a permis de vous développer à l'international, ces prix, parce que Londres, le Canada, la France? Oui, c'est vrai qu'on a eu une reconnaissance en France et à l'international. Nos livres, on a commencé à faire des sessions de droit dans plusieurs pays, Chine, Corée, Allemagne, etc. Et puis, on est même au Japon depuis pas très longtemps. Et là, on a décidé au lieu de faire des sessions de droit dans l'édition traditionnelle, de passer en direct et de traduire nous-mêmes tous nos livres et de commencer à les vendre en ligne, puis ensuite en physique. Est-ce que vous avez des concurrents aujourd'hui? Parce que j'imagine une bonne idée se copie. Alors oui, alors on est protégé quand même entre autres par le droit d'auteur, puisque l'application est reliée au livre et donc au droit d'auteur qui est assez puissant en France et en Europe. Quand il y en a qui ont essayé de nous copier, on les a, ça leur a coûté cher. Donc on a quand même des moyens de protection. Voilà. Et est-ce que l'éducation nationale, par exemple, est-ce que c'est des produits qui peuvent les intéresser? On a été lauréat de EdLab en 2021. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec un réseau de 300 enseignants et des élèves pour prouver que notre livre accompagnait les enfants dans l'apprentissage. Et on a du coup fait évoluer l'application pour les enseignants. Et vous avez même fait évoluer en B2B, notamment pour les musées. Tout à fait. On travaille depuis maintenant 10 ans avec des musées pour créer des projets de médiation culturelle. On a été lauréat du SNI, du ministère de la Culture en 2022, et on a fait un projet de médiation culturelle pour le musée du Quai Branly, où l'enfant rentre au musée avec son petit cahier, il colorie, il a un plan du musée, il doit aller retrouver des statues. Tout du long de sa visite, il prend des notes, il enregistre des sons, il prend des photos, il dessine, comme un petit reportage, et à la fin, il sort du musée en famille, et ils ont créé ensemble un dessin animé souvenir de la visite. Ce dessin animé, on peut le revoir à la maison, on peut le compléter à la maison. C'est une manière de revisiter le musée à la maison et de ramener la culture dans les familles. Mais c'est adressé à des jeunes, en tout cas des enfants, mais est-ce qu'on peut l'imaginer aussi pour des adultes? Ah oui, en réalité, c'est tout âge ce projet. Ouais, c'est ça. Il a été animé par l'envie de créer du lien dans les familles, de créer du lien dans la société. Ce livre, il est utilisé par les EHPAD en France. Il y a 300 EHPAD qui ont lancé des jeux concours entre eux pour la création du plus beau dessin animé sur les fables de La Fontaine. C'est génial. Les papis et les mamies enregistraient les fables à tour de rôle. Ils faisaient le corbeau, le renard. C'était incroyable. Le résultat est hyper émouvant. Ils collaient des paillettes, des tas de choses. C'était merveilleux. Et les petits-enfants de passage à l'EHPAD coloriaient avec les grands-parents. En fait, c'est un projet qui permet très facilement de créer du lien. Et quand on fait des projets à la Fondation Vuitton, on a rassemblé jusqu'à 1500 personnes qui sont venues colorier ensemble, toutes générations confondues, pendant 2 jours. Et vous avez, c'est dingue, 10 ans que ça a été créé, 27 titres au catalogue publié, 500 000 exemplaires ont été vendus en France et 14 millions de films générés. C'est incroyable, 14 millions. Oui, c'est incroyable. Oui.
Ah oui, c'est ça vous a laissé sans voix, ce qui est gênant dans un dessin animé, mais c'est pas grave. Mais je pense que moi, j'en ai fait beaucoup dans les 14 millions parce que j'adore faire ça. Avec mes enfants, on va dans la forêt ramasser des feuilles et ensuite on va faire des collages avec des cailloux, des fleurs, des feuilles. On fait des collages sur nos feuilles. On prend en photo nos collages et on fait des dessins animés fleuraux. Et on a passé une après-midi à se balader, à ramasser des cailloux dans la forêt et le résultat est technologique. Et est-ce que vous vous rendez compte j'imagine oui, mais de l'impact là, on est sur l'aspect humain. Hein. Je sors du jeu et de l'impact de tous ces gens qui sont isolés et votre patte justement à renouer, reconnecter peut-être une jeunesse avec des gens plus fragiles. Toute génération, c'est vraiment le cœur de notre activité, c'est de créer du lien entre les générations, dans les familles, dans la société, entre les familles. Même à l'origine, quand j'avais fait le cahier des voyages pour adultes, l'idée c'était de créer du lien en entreprise. Et avec ce projet-là, on va créer du lien dans les familles, en intergénérationnel. L'idée c'est de créer un dessin animé tous ensemble. Mais ultra fierté, j'imagine. Oui, je suis très heureuse avant tout. Olivier Robert, vous imaginez le dessin animé des Sacrés Français, ça pourrait donner quoi ? Je pense que, alors j'ai même pas encore réfléchi à ça, mais j'imaginais beaucoup de déclinaisons en disant c'est incroyable toutes les déclinaisons possibles. Moi, ce que je voudrais relever, c'est que j'adore quand une entreprise française va vendre aux Chinois. Non mais voilà, donc ça c'est intéressant. Et on n'en parle pas assez parce qu'en fait, c'est pour ça que ce témoignage est extrêmement intéressant. Il y a de l'innovation, c'est des choses simples et on va inonder un marché. Et pour une fois que c'est une entreprise française, Made in France, qui va inonder un marché, et notamment celui des Chinois, alors là, tout va bien. Ce sont des vrais sacrés Français. Rappelons cette application, c'est payant, c'est gratuit, c'est quoi ? Comment ça se passe ? L'application, elle s'appelle Blinkbook, elle est entièrement gratuite. En fait, le modèle économique, il est basé sur la vente du livre physique. C'est vraiment un cadeau, on l'offre aux enfants pour un goûter d'anniversaire à Noël ou autre. Le livre, il coûte 20 €, l'application est comprise avec. D'accord. Avec un livre, on a 16 pages à colorier. Chaque page fait 30 secondes de dessin animé et on crée 8 minutes de dessin animé par livre, puisqu'au fur et à mesure, on complète l'histoire. Les personnages se rencontrent à l'écran, les décors se complexifient. On complète son dessin animé au fur et à mesure et tous ensemble. Et puis ça doit être addictif. Le gamin, il est hyper content d'avoir son premier dessin animé. Il fait un autre livre pour faire un autre dessin animé, non ? C'est l'idée. On a plein de thèmes différents. Et ça va créer des vocations. Oui, ça peut créer des vocations. Est-ce que vous allez créer un grand concours français du meilleur dessin animé ? On l'a fait avec les EHPAD, mais vous avez raison, on devrait le faire au-delà des EHPAD. Vous vous souviendrez que je vous ai donné l'idée. Merci en tout cas, c'est canon, c'est top, vraiment c'est top. C'est génial. On est très bien entourés ce soir, mais à chaque fois avec notre ami Olivier Robert. Merci beaucoup Claire Failly, fondatrice de Blinkbook. Voilà, on peut les trouver partout bien entendu. Oui, en France partout et sur notre site internet éditionanimée.com. Voilà, exactement. Dans un instant, on va vous parler de quelque chose qui indispensable. Ça sent l'été. Mais oui, voilà, ça sent l'été là. Et même les parasols français. Vous allez adorer aussi. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Retour des vraies voix, spécial Made in France. On a été un peu partout, en Normandie notamment, et là on va mettre tour du côté de la mer, mais cap au sud, direction Aubagne, puisque nous sommes en compagnie de Jean Chopet, le fondateur du Parasol français. Bonsoir. Bienvenue, bonsoir à tous. Et pour ceux qui nous regardent en direct sur la chaîne YouTube par exemple, vous êtes sous un magnifique parasol qui doit être un parasol français, on peut le supposer. Oui, c'est bien un parasol français. J'adorais qu'ils disent non, pas du tout. Pas du tout. Je l'ai volé à mon voisin. Oui, j'avais celui-là sous la main, donc vite fait, j'ai fait ça chez le voisin. Non, c'est bien un parasol que nous avons fabriqué. Ouais. Alors, vous avez été fondé il y a 43 ans, en 82. Comment est née la société ? Alors, la petite histoire, c'est mon beau-père qui a créé la société il y a 40 ans, qui était à son nom. Il développait essentiellement des parasols pour les marchés du sud de la France, les marchés de Provence. Le marché étant de plus en plus difficile, il y a une quinzaine d'années, 10-15 ans, on a commencé à réfléchir à une autre option et à la passation de la société. Et la création de la marque Le Parasol Français est arrivée naturellement juste avant la période du confinement. Et on s'est dit il faut ouvrir beaucoup plus large pour pouvoir
venir répondre à des besoins qui sont de plus en plus prégnants, à savoir avoir un produit qui dure et qui soit surtout réparable, puisque bien souvent, tout ce qu'on trouve dans le commerce, c'est du jetable. Et nous, nos produits sont faits pour être entretenus ad vitam aeternam. La fabrication est forcément très importante, puisque fabrication française, ça veut dire que, vous l'avez dit, c'est réparable, mais aussi avec des produits particulièrement, en tout cas des matériaux particulièrement intéressants. Alors, ce qui va faire de la peine à beaucoup, on n'utilise quasiment pas de plastique. C'est-à-dire que la structure en elle-même, c'est de l'aluminium et de l'acier. Inox également pour la partie du mât. Après, au niveau de la toile, on utilise de la toile acrylique qui nous permet d'avoir une durabilité maximum et surtout un choix le plus large du marché. On a plus de 200 coloris différents à proposer à nos clients. Alors, vous offrez pour certaines pièces une garantie à vie. Comment est-ce qu'on peut avoir un tel niveau de qualité? Parce que, par exemple, quand on est proche de la mer, l'air salin, ou quand on est à la montagne, les parasols, c'est sympa de boire un vin chaud sous un parasol, par exemple. Et donc, ça faisait au moins 20 minutes que vous n'avez pas parlé de bouffe. Non, ça fait bien une heure. Donc là, c'est normal qu'il faut que j'en parle. un des ennemis du parasol, c'est le Mistral. Oui. Surtout à Aubagne, où vous êtes situé. Comment est-ce que vous faites? Parce que il y a quand même c'est tout en extérieur, ou en général en extérieur, pour avoir des produits aussi qualitatif? Alors la base, c'est de choisir déjà la qualité des matériaux qu'on utilise, ne pas se croire plus fort que la nature. Un parasol, il faut continuer quand même à l'entretenir. La garantie s'applique effectivement sur des produits que l'on peut réparer, puisqu'on utilise des produits nobles. L'acier se soude, l'aluminium peut se redresser. Et on peut changer les pièces, puisqu'on a un système de fabrication qui fait appel à des pièces très simples. On n'a pas du sur-mesure sur le boulon avec une taille spécifique. L'entretien est facile. Voilà, l'objectif c'était de rendre l'entretien le plus simple possible. Est-ce qu'il y a de la mode dans les parasols? Il y a une époque, c'était très carré, puis après, on a voulu un peu de fioriture, et puis est-ce qu'il y a une mode en fait? Alors effectivement, il y a une mode il y a une mode qui tourne. Alors là, celui qui est derrière moi est un parasol relativement épuré. C'est surtout les goûts et les couleurs. On revient en ce moment à une période sur des parasols plutôt vintage. On nous redemande de la frange. Des parasols qu'on nous demandait plus. On nous redemande des fleurs. Donc c'est les tisseurs à ce moment-là qui doivent se mobiliser. Mais on a effectivement dans notre historique des parasols avec fleuris années 70, avec un côté fleur, un côté uni. Ça va revenir, c'est comme la mode, c'est un cycle. On a des cycles. Et c'est tissé comment? Parce que ça aussi c'est intéressant. Alors là, entre autres, celui qui est derrière moi, c'est une toile qui est tissée à Ouescal dans le Nord par la société Dixon, qui est un de nos fournisseurs principaux et qui justement suit tout le process de fabrication de A à Z de façon à avoir une traçabilité. C'est important également la traçabilité de nos produits qui sont régionaux, nationaux et dans le pire des cas européens. Donc, vous n'avez pas de lin par exemple, parce que bon. On en rêve. On est en train de faire l'agence matrimoniale des affaires là. Oui, on en rêve du lin puisque c'est quand même un produit qui est propre. La France étant le premier producteur de lin au monde, c'est quand même malheureux. Et on a une belle représentation ici autour de cette table. C'est ça, c'est sûr, c'est important. Et à l'heure actuelle, on n'a pas de proposition à ce niveau-là. On est en train d'y travailler, on a lancé des pistes et on espère arriver à avoir une solution. Alors pas avec du lin pur, ce sera sûrement un mélange de fibres. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de particuliers. Est-ce que c'est les grands hôtels? Est-ce que le fait que ce soit les parasols français, est-ce que la marque aussi? Le parasol français, on est allé plus loin. C'est pas c'est le parasol. Oui, j'ai dit quoi? Pardon, j'ai dit le parasol français. Est-ce que c'est une marque importante pour les grands hôtels, pour le fait d'acheter français? Alors pas encore, on y travaille. C'est un travail de longue haleine puisqu'il faut se faire reconnaître. Bien souvent. On est face à des circuits de vente qui sont très rodés et qui font pas forcément appel à des produits nationaux. C'est une faute. Mais qui cherchent plus de la marge que du produit sourcé. Alors, vous fabriquez en France et vous avez un délai de livraison très court de 15 jours, mais surtout plus de 980
combinaisons. Comment est-ce que vous faites pour livrer aussi vite avec autant de combinaisons ? Comment ? Alors, ça dépend effectivement des combinaisons. Si on a un client qui nous fait une demande très spécifique, ça peut devenir très compliqué. Oui, si vous demande PSG alors que vous êtes à Aubagne, là, ça va être compliqué, on peut le supposer. Ça va pas être possible. Même s'il y a la Ligue des Champions. Là, finalement. Attendez, excusez-moi, il a dit PSG, ça va pas possible. Coupe la communication. Je crois que vous êtes sur répondeur, monsieur. On n'entend pas. Allez-y, bien sûr. Allô, vous avez demandé la police, n'inquiétez pas. Allez-y. Non, voilà, non, on peut avoir énormément de demandes. Généralement, sur des produits comme des produits publicitaires, les personnes s'orientent sur du jetable, sur du consommable. Mais on a très peu de demandes de cet ordre-là. Mais c'est un produit de saisonnalité. Est-ce que ça fonctionne toute l'année ? C'est le problème. Alors, c'est le problème majeur qu'on peut rencontrer. On a des activités connexes qui permettent à la structure de vivre en hiver, où on va proposer de la confection, puisque notre atelier regroupe et de la fabrication métallique et de la fabrication de toile, ce qui nous permet, en dehors de la marque Le Parasol Français, de faire vivre la structure. C'est là le plus gros challenge est là, et aussi de pouvoir continuer à trouver des fournisseurs français. Le challenge maximum est là, c'est qu'à l'heure actuelle, on a de plus en plus de difficultés. On a beaucoup de fournisseurs de matières premières qui chaque année ont des difficultés à se maintenir et qui disparaissent faute soit de distribution, soit d'écoute, attentive de la collectivité, qui, plutôt que de les aider à perpétuer, leur mettent tellement de contraintes qu'ils préfèrent jeter l'éponge et laisser tomber. Le savoir-faire français, c'est important. Vous arrivez à exporter le parasol français ? Alors, on a quelques exportations. On a généralement un client par an à l'étranger. On a fait des parasols en collaboration avec un équipementier sportif pour l'académie Nadal à Koweït. Oui. On a fait pour un marché ambiance provençale en Floride, à West Palm Beach, un petit marché également. On va retrouver nos parasols à Saint-Barth. Voilà. Parce qu'il y a Nasser qui vient d'appeler, qui dit que Paris est magique. Qui fait une commande. Et vous achetez 30 000 parasols pour le Qatar. Vous signez quand même ou vous avez des pudeurs de gazelle ? Avec vous, Olivier Robert, puisqu'on arrive à cette fin d'émission, on se rend compte quand même de la difficulté quand même d'imposer aujourd'hui du Made in France, même si les choses avancent. Oui, c'est sûr. Et comme l'évoquait Jean Chopet, les collectivités pourraient être actrices de ce renouveau, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la commande nationale, et moi je connais bien Jean Chopet et le parasol français. Je vois les contraintes qu'ils ont pour aller vendre à une collectivité. C'est des paperasses, c'est les appels d'or. Enfin, c'est incroyable, alors que ça pourrait être fait simplement, et ça ferait travailler une entreprise locale. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles il y a besoin de travailler, effectivement. Et un petit mot avec Vincent Lepelletier, fondateur de Pétanqueur, avec cet engagement que vous avez. Merci Cécile. Oui, effectivement, les pétanqueurs, donc comme vous l'avez vu, le nom est un peu particulier. Et pour pousser l'idée jusqu'au bout, on est partenaire depuis notre création, donc depuis 8 ans, d'associations qui luttent contre les maltraitances faites aux enfants. Et depuis 2 ans, on travaille avec la CNAP, qui est le Comité national d'aide pour l'enfance. Merci en tout cas à tous autour de cette table. Merci beaucoup Olivier Robert, fondateur de la plateforme Sacré Français. Merci donc Vincent Lepelletier, fondateur de Pétanqueur. Merci Stéphanie Gastaldin, fondatrice de l'INAE, produits de beauté. Vous allez voir ces produits magnifiques sur internet. Merci beaucoup Claire Failly, fondatrice de Blingbook. C'est acheter les livres et surtout télécharger l'appli. Et Jean Chopet, fondateur de Parasol Français. C'est le moment d'en acheter. Et vous devrez avoir un toit sur la tête à l'extérieur, et ce sera avec le Parasol Français. Et vous imaginez qu'ils la rebaptisent Parasol Français géniaux, ça donne PFG, c'est presque PSG. Mon Dieu, Jésus, Marie-Joseph. Dans un instant, le football. Le football avec tonton Maurizio. Salut tonton. On va parler du PSG. On est dans le ton. Ça, c'est l'énergie entre Fifi et moi. Ouais. Et on va revenir on va faire un premier bilan sur la Ligue 1. On va avoir aussi, surtout à ne pas louper,
Marie-Victoire Chopin, une psychologue comportementaliste. Oula. Et on va aborder le football psychologiquement parlant. Voilà, donc émission super intéressante à suivre, les vraies voix du foot, 20h, 21h. Eh ben, on sera là. Allez, on vous embrasse. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci. Et on se retrouve demain à 17h avec l'ensemble, bien entendu, de notre équipe formidable là derrière qu'on embrasse et qu'on aime fort. Passez une très belle soirée. Salut, à demain.